D'accord. Pour cette capsule-ci là, d'aide en physique, dans la playlist de conservation de la quantité de mouvement, on va parler des types de collisions. On va voir 4 types de collisions. Je rappelle qu'on est dans un cours collégial, là, cégep, mécanique, physique mécanique. Les 4 types de collisions qu'on va voir, en commençant par la collision élastique. Euh, Ici, il y a une conservation de l'énergie. Ok. C'est donc plutôt rare qu'il y ait une collision qui ne fasse pas de bruit, qui n'a pas de perte d'énergie. Euh, Pas de bruit, pas de chaleur, pas de vibration. Euh, en toute, bon, en approximation, plusieurs collisions sont presque élastiques, comme des balles de poule, de billard, ou ok, des collisions entre des protons qui ne se touchent pas parce qu'ils se repoussent. Donc l'énergie est conservée. L'énergie cinétique totale avant est égale à l'énergie cinétique totale après. Ok. La somme de toute l'énergie cinétique avant la collision est égale à la somme de toute l'énergie cinétique après la collision. Ça veut dire que dans le fond, ça nous donne une formule de plus. C'est donc les collisions les plus compliquées à gérer. Une demi, la masse de 1 fois la vitesse de 1 au carré, plus une demi fois la masse de 2 fois la vitesse de 2 au carré. Des petits u pour les vitesses avant et des petits v pour les vitesses après. Okay? S'il y a 3 objets, ben c'est encore plus compliqué. On n'aura pas de situation à 3 objets. Donc une demi-mv carré avant pour chaque objet égale une demi-mv carré après pour chaque objet. Donc c'est la seule qui a une équation supplémentaire. Okay? Ça, c'est celle qui est la plus difficile quand l'énergie est conservée. Quand l'énergie n'est pas conservée, à moins qu'on vous dise là, de combien de pourcentage elle n'est pas conservée, on n'utilisera pas une équation supplémentaire. On va juste dire que il y a une perte d'énergie, donc l'énergie cinétique qu'on avait avant est plus grande que l'énergie cinétique totale qu'on aura après la collision. Il y a une perte d'énergie. La majorité des collisions dans l'univers sont inélastiques. Parce qu'ils font du bruit, ils perdent de l'énergie sous forme d'énergie sonore, thermique, vibration. Une collision super élastique, on l'a appelée explosive là, dans une autre capsule précédente. Là, on va avoir moins d'énergie avant qu'après. Quand on dit gain d'énergie, on va se limiter à l'énergie cinétique parce que dans une collision, entre l'instant immédiatement avant et l'instant immédiatement après, il n'y aura pas de changement de hauteur pour changer l'énergie potentielle, si on se comprend bien. Donc, je vais spécifier cinétique. Cinétique. OK. Puis, pour la fin des définitions, une parfaitement inélastique est un peu différente des autres. Elle est caractérisée juste par le fait que les objets restent liés. Les objets seront liés après l'impact. Deux joueurs de football qui s'agrippent lors d'une collision puis qui restent collés, agrippés l'un à l'autre, vont avoir la même vitesse après l'impact. D'accord? Euh, Voyons des exemples de ça en visuel. Là. D'accord, pour le visuel, je vais utiliser l'animation en ligne de FET. C'est l'Université du Colorado. Vous le voyez en bas à droite. Là. Je vais juste ajuster l'écran pour qu'on voit mieux. Et là, on va faire une collision élastique. Voyez-vous le curseur ici d'élasticité, on peut le changer. Puis, on va indiquer les quantités de mouvement. En anglais, on appelle ça le momentum. OK. Puis, ici, on peut choisir les vitesses initiales en X et en Y. Là, on est dans une collision 1D, si vous voyez bien en bas. Là. Il y a des options pour faire du 1D, 2D. OK. Donc, si on anime cette collision-là,
il y a des murs, ils rebondissent sur les murs de façon élastique aussi. Voyez-vous, la quantité de mouvement ne change pas quand elle frappe le mur, mais il y a un échange de quantité de mouvement lorsqu'ils se touchent l'une et l'autre. Comme là, la quantité de mouvement 2 va diminuer, celle de 1 a augmenté. Celle de 1 a diminué, celle de 2 a augmenté. Là, quand ils vont se toucher, celle de 1 a augmenté, celle de 2 a diminué. Le total de quantité de mouvement est toujours conservé. On fera des exemples chiffrés après. S'il y a une partie d'inélasticité, vous verrez qu'à mesure des impacts, on va perdre de la quantité de mouvement. D'accord? On va perdre de l'énergie globalement. Donc, à chaque impact, les trucs ralentissent quand ils frappent les murs. D'accord? Ensuite, si on veut, ça c'était élastique, inélastique. Super élastique, c'est pas une option ici, là, mais il y aurait un gain à chaque impact, comme s'il y avait un coup de canon à chaque impact. Et une collision qui est parfaitement inélastique. Les deux objets vont rester collés ensemble après l'impact. Là, on est en 2D, là, juste pour l'effet visuel. Je vais le montrer en une dimension, là, ce serait peut-être mieux. Puis encore avec les vecteurs de quantité de mouvement. Ok, petit bug, désolé. Donc là, j'ai deux objets qui ont la même masse, qui vont avoir la même vitesse initiale, chacun d'un côté, un négatif et un positif. Donc, ils ont la même masse et la même vitesse, ils ont la même quantité de mouvement, mais l'un vers la gauche et l'autre vers la droite. Celui qui a la quantité de mouvement vers la gauche, l'objet 2, il a une quantité de mouvement négative. Donc, ils ont la même quantité de mouvement, l'une positive et l'autre négative, vous voyez. En X et en Y, le PX, 0.25 et moins 0.25. Ce qui fait qu'au global, la quantité de mouvement est nulle. Donc, après l'impact, elle va encore être nulle, puis les objets vont rester collés. Vous avez vu ça? Donc, ils sont restés non seulement collés, mais immobiles. Parce que la quantité de mouvement totale doit être conservée, puis ils doivent rester collés. Si on décide de mettre plus de masse à 1, l'objet 1 est plus grand, mais il a la même vitesse, donc il a une quantité de mouvement plus grande. Il va entraîner l'autre vers la droite après l'impact. La quantité de mouvement totale est la même, 0.13 et 0.7, alors que juste avant, on avait 0.20. 0.13 et 0.7 donne 0.20, 0.07. D'accord? On peut changer la vitesse de l'un. Il est plus grand et il va plus vite. Il va entraîner le 2 encore plus vers la droite. 0.9 et 0.25. On a 0.65 au total. À la fin, il va avoir 0.65 au total encore. Alors, je regarde la colonne PX ici. Là. OK? Alors que on pourrait aussi faire un peu l'effet contraire. Là. Si l'un a une masse 2 fois plus grande que l'autre, 1 a une masse 2 fois plus grande que 2, on va donner une vitesse 2 fois plus grande à 2 vers la gauche, moins 0.2, moins 2, disons. Le moins 1. Oups. Là, ils vont s'arrêter après, parce qu'ils avaient la même quantité de mouvement avant, 0.5 et moins 0.5 de quantité de mouvement PX. D'accord? Voilà pour le visuel de ceci. Et pour les types de collisions. Au fond, dans toutes les collisions, la quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. La quantité de mouvement totale avant, avec les petits U pour les vitesses avant, va égaler la quantité de mouvement totale après. Et c'est des vecteurs, donc c'est des équations qu'on doit séparer en X et en Y.
dans la méthode de résolution. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. On va maintenant faire des exemples dans les prochaines capsules.